Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette conférence du programme du Conseil scientifique de Blois sur la question de la mer à la préhistoire. J'ai envie de vous dire, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur ce qu'on continue à appeler la préhistoire. Vous avez été tous et toutes émerveillés par Lascaux, par Altamira. Vous avez même suivi les pas de Leroi-Gourhan à Pincevent. Vous avez suivi les pas de Lemley à Tautavel. Mais cet intérêt vous a-t-il poussé à vous interroger sur la façon dont les humains avaient gagné ces lieux et les avaient habités? Bien sûr, il fut un temps où la calotte glaciaire permettait de joindre entre elles des terres ensuite disjointes par la fonte des glaciers, mais à d'autres moments. Comment a-t-on matériellement construit des embarcations pour se lancer sur la mer, pour se lancer sur les océans? Depuis une vingtaine d'années maintenant, ou un peu plus, chercheuses et chercheurs ont changé leur regard, sont sortis de la caverne pour regarder le grand large et tenter de comprendre celles et ceux qui se sont aventurés vers le grand large. Nous avons réuni ici 3 de ces curieux et curieuses qui sont allés explorer les rivages, la mer, les océans. Catherine Perlès, qui est à côté de moi. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Paris-Nanterre. Vous avez publié les toutes premières preuves de navigation à la fin du Paléolithique. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Anne Loerf, qui est sa voisine sur cette table, professeure des universités en archéologie, à la chaire INEX Archéologie et patrimoine, à ce qu'on appelle maintenant CY Université, c'est Cergy-Pontoise, mais voilà, ça s'appelle CY University maintenant. Et donc Anne Loerf nous parlera peut-être de l'aventure du bateau sur lequel elle a travaillé du côté de Douvres. Et enfin, Grégoire Marchand, qui est préhistorien, directeur de recherche au CNRS et qui a la vertu et la capacité d'avoir à la fois travaillé sur un espace géographique qui est celui de la péninsule arabique et de l'autre côté de travailler maintenant sur un espace géographique extrêmement différent puisqu'il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous allons sûrement apprendre beaucoup de choses sur cette question de la mer et de la navigation à la préhistoire. Je commence avec vous, Catherine Perlès. Comment vous souvenez-vous du moment où, travaillant sur, en particulier, la Méditerranée et la Grèce, vous avez été intéressé par cette question de la mer, de la navigation, des îles, là où peut-être les générations qui vous ont précédé étaient peut-être moins intéressées par cela? C'est bon, ça marche comme ça. Ça marche comme ça? Oui. C'est bon? Oui. Bon, en fait, il y a en Méditerranée une ressource qui est spécifiquement insulaire et extrêmement facile à reconnaître et identifier. C'est un verre volcanique naturel qu'on appelle l'obsidienne. Bon, l'obsidienne, c'est tranchant comme du verre, donc ça a été extrêmement apprécié par les groupes préhistoriques qui fabriquaient leur outillage en pierre taillée. Dans le site sur lequel je travaillais, qui est un site côtier, un des rares sites côtiers qui n'ait pas été submergé, il y avait beaucoup d'obsidienne au néolithique, il y en avait un peu au mésolithique. Mais lorsque j'ai commencé à trouver de l'obsidienne dans des niveaux du paléolithique, donc avec les chasseurs-collecteurs paléolithiques, j'ai immédiatement pensé qu'il s'agissait en fait de pièces qui étaient tombées des coupes, de pièces néolithiques qui étaient tombées des coupes, et que ce n'était pas possible en fait d'avoir une preuve indiscutable de navigation au Paléolithique. À l'époque, c'était un sujet effectivement qui était très peu abordé. Cette époque, c'est les années 70 oui. Il y avait quelques personnes qui quand même disaient mais au Paléolithique, on a des ressemblances entre ce qui se passe au nord du Maroc et au sud de l'Espagne, donc ils ont peut-être traversé le détroit de Gibraltar. Mais dans ces années-là, c'était à peu près tout et personne n'y croyait véritablement. Alors, ce que moi, j'avais trouvé, c'était quand même plus tardif, mais j'y croyais pas non plus, jusqu'au jour où l'un de mes collègues l'a vraiment trouvé en fouillant au milieu de la tranchée. Donc là, il n'y avait aucun doute possible. Ça n'était pas des pièces qui étaient tombées malencontreusement des coupes, puisque c'est des sondages profonds et que, bon, évidemment, il y a des choses qui tombent. Oui, voilà. Avec cette idée que quand on fait un sondage profond, il peut y avoir des couches supérieures, quelque chose qui tombe dans les couches inférieures. Bon, ça, et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, c'est peut-être au néolithique, mais ça n'est pas au paléolithique. Exactement. Bon. Donc là, quand on en a trouvé véritablement à la fouille, et pas au bord de la tranchée, le débat était clos. Nous avions bien la preuve qu'à la fin du Paléolithique, il y avait des gens qui étaient allés sur l'île de Milos,
la même que pour la Vénus, et ce qui représentait un trajet assez considérable. Alors, depuis lors... Les chiffres, les datations non, pour non, les... c'est ce que j'allais dire. Depuis lors, on a trouvé de très, très, très nombreuses preuves de navigation antérieure. Là, c'était la première fois qu'on le mettait en évidence, mais depuis, nous avons bien d'autres témoignages de navigation beaucoup plus ancienne. Grégoire Marchand, quand je vous ai appelé pour préparer cette discussion, vous m'avez dit, en fait, on est sorti d'une logique cavernicole. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, comme la plupart des préhistoriens, moi j'ai commencé dans les cavernes, tout simplement en fait pour lutter contre la vision biblique, disons, de l'histoire humaine, il a fallu disposer d'archives sédimentaires bien stratifiées, donc comme un livre. Il faut rappeler pour les gens qui sont dans cette salle que la vision biblique, c'est une vision qui d'ailleurs permet à la naissance de la préhistoire, puisque au milieu du 19e siècle, les premiers fouilleurs qui n'étaient pas tout à fait armés scientifiquement comme vous aujourd'hui, se disent c'est pas possible que la Terre n'ait que 6600 ans comme la Bible nous le raconte, c'est cela ? Et effectivement, dans leur stratigraphie, alors que ce soit dans les vallées, mais surtout dans les cavernes, vous aviez un très bel enregistreur stratigraphique. Il y a plein de problèmes, on ne va pas le nier. Mais toujours est-il que l'association entre hommes préhistoriques et cavernes s'est faite presque naturellement, puisque c'est là qu'on avait les enregistrements. Et puis quand on a commencé à trouver de l'art, alors c'était encore mieux, parce qu'on avait à la fois le HLM et puis l'église. Et donc du coup, les universitaires, pour faire carrière, si vous vouliez réussir à pénétrer dans le système scientifico-légal, il fallait avoir sa caverne, il fallait avoir sa stratigraphie. Et donc l'effet pervers, c'est qu'on a totalement associé l'homme préhistorique à un être continental, parce que la plupart des cavernes, sauf celles qu'explore d'ailleurs Catherine Perlès, mais la plupart des cavernes de ces grottes sont plutôt en domaine continental. Et donc on a été un peu piégés. Et c'est vrai que tout l'enjeu actuel, notamment de mes travaux et de beaucoup d'autres, c'est de se dire, et si on racontait l'aventure humaine depuis la plage ? C'est-à-dire, c'est pas forcément que l'homme vient de la mer, parce qu'on va se tromper aussi en repartant, en mettant le pendu dans l'autre sens. Mais essayons de raconter une autre aventure humaine qui ne sera pas uniquement cavernicole, qui ne sera pas uniquement continentale, avec des migrations qui viennent de l'Est vers l'Ouest. Donc c'est un peu l'enjeu global de ces travaux sur les humains et la mer. Je donne la parole tout de suite à Anne Loer. Rappelez-nous peut-être, Catherine Perlès, quand vous avez fait cette découverte avec l'équipe avec laquelle vous fouillez sur l'île de Milos, la réception a été de quelle manière de la part de vos collègues ? Est-ce qu'ils ont été surpris, intéressés, curieux ? Est-ce qu'ils se sont dit, ça renverse un peu ce que l'on croyait savoir, ou est-ce qu'ils ont été interrogatifs ? Ils ont surtout remarqué qu'il y avait une faute dans la date, dans le titre de l'article. Ça n'a pas manqué. Non, ça n'était pas complètement inacceptable, parce qu'à l'époque, on était à la fin du Paléolithique. Oui. Donc on était à une période où on savait quand même que la technologie était très développée, un mode de vie, évidemment, occupé par des hommes qui sont totalement semblables à nous. Donc c'était moins révolutionnaire, par exemple, que les découvertes qu'on a faites beaucoup plus tard, qui datent d'1 million d'années sur une île. Alors là, ça a été beaucoup plus problématique. On y reviendra. Anne Loer. Vous êtes de cette génération, justement, qui a bénéficié de peut-être ce changement de paradigme que décrivait Grégoire Marchand, c'est-à-dire de se dire, peut-être il n'y a pas simplement les cavernes, il n'y a pas simplement les grottes, mais il y a aussi des personnes qui quittent un continent, quittent un pays, traversent une mer, traversent un océan pour se rendre ailleurs. Oui, alors moi je travaille sur des périodes un petit peu plus récentes que celles de Grégoire, que Grégoire étudie. Donc effectivement, nous on n'est pas, on n'a plus la caverne. Mais on n'a pas forcément beaucoup mieux, parce qu'on a remplacé la caverne par le trou de poteau, donc je ne suis pas sûre que ce soit plus simple. En tout cas en ce qui concerne l'Europe. Il faut peut-être expliciter pour ceux qui ne connaissent pas la question du trou de poteau, c'est très connu des préhistoriens. Le trou de poteau, donc il a des HLM en grotte avec des couches sédimentaires. Nous, beaucoup en Europe, on a quand même des habitats qui ne sont pas des HLM, mais qui sont faits avec des poteaux porteurs, dont il ne reste rien aujourd'hui, si ce n'est le négatif de trou de poteau. Donc les préhistoriens et protohistoriens ont une affection particulière pour le trou de poteau. Et c'est possible, voilà. Et le fait que toujours le trou de poteau déclenche un plaisir dans l'assistance à Blois, comme dans les amphithéâtres des étudiants. Donc moi j'ai effectivement grandi beaucoup quand même avec une archéologie très tournée justement sur les maisons, les lieux d'habitation,
une archéologie terrestre, hein, plus que maritime. Et j'ai vraiment vu le basculement d'un intérêt porté à la mer, donc aux périodes qui sont les miennes, on va dire 3e, 2e millénaire, 1er millénaire avant notre ère. Alors, on est sur des temps où on voit se développer véritablement la navigation et où on a vu aussi des interrogations, d'une certaine manière, remonter dans le temps. C'est-à-dire qu'au 1er millénaire, on se dit, bah oui, la navigation grecque existe, et puis on va doucement vers l'Antiquité, donc tout ça est normal. Et puis on a commencé à regarder finalement les populations antérieures à ce 1er millénaire et à se dire, bah, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas pu arriver si la mer n'a pas été utilisée. Or, au néolithique ou à l'âge du bronze, les populations, pas plus qu'aujourd'hui, ne marchent sur l'eau. Et donc, il a bien fallu qu'il y ait des solutions. Alors, la mer est probablement un thème qui est arrivé assez tardivement parce que la mer est cruelle. Hein. Elle est rude, elle est cruelle. Hein. C'est un espace magnifique, mais elle détruit beaucoup. Alors, on a déjà l'habitude de travailler quand même avec beaucoup de documentation très lacunaire. On n'a toujours pas que des négatifs de trous de poteau, mais beaucoup de choses qui manquent. Donc, on fait avec des manques et des lacunes autant qu'avec des pleins. Mais la mer et les bateaux, c'est-à-dire que là, il reste plus rien, parfois. Vraiment plus rien du tout. Tout a été emporté, tout a été détruit. Donc on était obligé de regarder, comme pour l'obsidienne, avec des indices qui finalement ne sont pas les bateaux eux-mêmes ou la navigation elle-même, mais le fait que les gens, tout simplement, soient allés à des endroits où les animaux sont allés à des endroits et ils n'ont pu atteindre ces lieux que parce qu'il y avait effectivement des bateaux. Ou des trafics à travers des espaces extrêmement grands et la conquête des îles, là aussi par bateau. Puis ça, je pense que ça correspond également à une réflexion. On a parlé du 19e siècle et la naissance de la préhistoire, mais ces 50 dernières années, on a affiné très fortement la question des origines de l'homme, du peuplement de la Terre, de toutes ces questions en fait, de mise en perspective sur le très long terme. Et dans cette mise en perspective, on a dû intégrer la mer pour que ça fonctionne. Donc la thématique de la mer est rentrée de cette manière, sur la longue durée, sur toutes les périodes que nous avons. Vous êtes de cette génération, justement, Catherine Perlès, qui avait permis ce nouveau questionnement, pourrait-on dire. Quand vous dites... Merci de rappeler la génération. Mais non, parce que vous nous disiez que vous avez commencé dans les années 70, vous êtes de cette génération-là. Mais vous êtes de cette génération qui mettait à disposition, justement, des nouveaux chercheurs, etc., des données qui vont permettre de questionner de façon radicale, pourrait-on dire. C'est ça qui est intéressant, l'image que l'on se faisait de ces temps-là. Quand vous dites, on se demande comment, dans certains endroits, on a pu remonter jusqu'à 1 million d'années, etc., c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire oui. que... Alors, parlons-en du 1 million d'années. On va montrer... Oui, par exemple. Voilà. Ben non. Alors, non, justement, c'est pas marqué. Au sud de Wallacea, hein, oui. Vous avez un chapelet d'îles, et il y en a une qui s'appelle Flores, que j'ai oublié de marquer. Donc, qui est une île au large de l'Indonésie et qui est séparée de ce qui était à l'époque le continent par un détroit d'environ 30 km. Et là, on a fait la découverte d'outillages de pierres taillées qui ont été datés de manière relativement satisfaisante d'environ 1 million d'années. Donc, voilà. On en a trouvé vers 700 000 aussi dans la même île, donc le peuplement a été continu, et c'est cette île où on a découvert, mais ça c'est pas notre sujet, cette forme humaine naine. L'homme de Flores. L'homme de Flores, mais alors beaucoup plus tardif, mais qui est peut-être une forme naine par un phénomène d'insularité lié à ces premiers peuplements. Alors évidemment, c'était assez révolutionnaire. Il y a aussi des indices au nord des Philippines, sur l'île de Luzon, et comme le disait Anne, certains ont pensé que ça révolutionnait radicalement toutes les théories sur le peuplement, disons que la diffusion du genre humain sur la Terre. La mer aurait joué, dès ces périodes très anciennes, un rôle essentiel dans les diffusions. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut prendre facilement comme argent comptant. Je voudrais le graphique. Attends, il doit être juste un peu plus haut. Oui, voilà. Oui, on se bat avec la machine parce qu'il n'y a pas de souris. Voilà.
celui-ci. Voilà. Bon, vous avez ici un graphique dont il faut se méfier parce que l'échelle horizontale est une échelle logarithmique. Donc, les périodes anciennes sont complètement compressées, les périodes récentes sont complètement diluées. On le voit avec les chiffres au-dessus. Voilà, il faut regarder les chiffres, on ne sait pas du tout sur une échelle arithmétique. Ce que vous voyez, c'est que ces indices très anciens, au-delà de 50 000 ans, sont excessivement rares. Bon, on a de façon certaine donc l'île de Flores, de façon un peu moins certaine Luzon aux Philippines, et il y a également des indices discutés en Méditerranée, en particulier en Crète et sur un îlot qui est au sud de la Crète. Je précise que dans tous ces cas, on a bien vérifié, même avec les fluctuations du niveau de la mer, ça a toujours été des îles. Bon. En revanche, ce que vous voyez, c'est qu'à partir de 50 000, alors là, les témoignages se multiplient. On a beaucoup plus de témoignages, et j'ajouterais même d'ailleurs, pour moi ce graphique est un petit peu, on pourrait remonter à 70 000 facilement. Là, on a une multiplication des témoignages. Alors toute la question, pour les rares cas les plus anciens, c'est s'agit-il réellement de traversées maritimes planifiées, volontaires, de la part d'hominidés qui sont des Homo erectus par exemple, donc des formes très archaïques par rapport à l'homme moderne, ou non. Il y a un élément qui peut en faire douter. Cet élément, c'est que toute une série d'espèces animales se sont également retrouvées sur des îles, y compris des primates, et personne n'a jamais dit que les lémuriens avaient des dons pour la navigation. Bon. Or, on trouve des lémuriens à Madagascar, par exemple. Oui. Bon. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des accidents rarissimes, mais qui existent, qui font qu'une espèce, qui ne nage pas particulièrement, va se retrouver effectivement à coloniser un espace. Alors, il devait y avoir énormément d'accidents de ce genre, avec des tsunamis qui emportent ce qu'on appelle des radeaux naturels. La plupart, à 99,999%, devaient aboutir à des noyades et à des échecs, ou voire même, s'ils aboutissaient sur l'île, à la mort de ces l'extinction. Oui. L'extinction. Mais voilà, on le sait par un certain nombre d'espèces animales, y compris de primates, de temps en temps, ça marche. Bon. Et il est quand même vraisemblable que ces très anciennes colonisations relèvent de ces mécanismes accidentels, et que ce n'est qu'à partir d'environ 50 000 avec l'homme moderne que là on a affaire à de véritables navigations intentionnelles. Grégoire Marchand, vous qui travaillez sur des espaces très différents, puisque je l'ai dit, l'océan Indien, la péninsule arabique, avec des fouilles que vous avez menées avec mon camarade de France Culture Vincent Charpentier, en particulier du côté d'Oman, mais aussi maintenant du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, on se dit s'il y a une révolution, en tout cas une évolution de la recherche, c'est l'élargissement géographique peut-être de la pensée de cette existence de la mer et des traversées à la fois chronologiquement, comme vient de le dire Catherine Pernès, mais aussi géographiquement. Oui, parce que c'est un peu un hasard de ma carrière, mais en fait, je ne fouille plus que sur des îles et dans des archipels depuis quelques années. Et ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, il y a deux types de fonctionnement insulaire. Vous avez des îles qui sont assez éloignées, ça pourrait être la Corse, la Sardaigne, l'Irlande, mais même les îles du Royaume-Uni, qui finalement, à partir du moment où la mer les a isolées du continent, elles vont avoir une dynamique technique, stylistique, très particulière. Et c'est assez étonnant. Donc ça fait une espèce de laboratoire technologique. Très très vite, on a un phénomène d'insularisation. De bifurcation des technologies. Ce qui explique pourquoi les Anglais continuent à rouler à gauche et tout ça. Non mais il y a vraiment quelque chose de... J'avais pas pensé ça comme ça, mais... Et puis vous avez ces îles qui sont relativement proches du continent. Alors c'est par exemple Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles bretonnes, où la navigation est tellement fréquente qu'il n'y a pas de spécificité insulaire. Et le deuxième aspect très important pour tout ce qui est insulaire, c'est en fait qu'on a une raréfaction très fréquente des ressources. Il y a toujours un dernier crétin qui a tué le dernier sanglier, le dernier cerf, le dernier chevreuil. Ou le dernier dodo pour l'île Maurice, voilà, par exemple, beaucoup plus tardivement. Et donc, en fait, on le voit bien à Terre-Neuve, notamment, on a des effondrements de la population humaine qui suit les massacres des ressources et des animaux.
Et donc, en fait, ces occupations insulaires, elles sont prises dans ce double mouvement, c'est-à-dire des ressources qui peuvent être prodigues et puis qui disparaissent également, et puis un lien plus ou moins distendu avec le reste de l'humanité. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça en fait des laboratoires, vous voyez, des comportements humains du passé, et qui commencent tôt, comme l'expliquait Catherine Perlès. Donc, Anne Loer, vous avez mis une nouvelle carte pour nous parler justement de cette Grande-Bretagne, de cette Irlande, qui sont séparées aujourd'hui par le Channel. Oui, alors j'ai mis la carte parce que justement on venait de parler de la Grande-Bretagne, et puis parce que je pense qu'il y a un élément qui est intéressant aussi, qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit, qui est que les traits de côte tels qu'on les a aujourd'hui n'ont pas toujours été ceux que l'on voit aujourd'hui. Et ne le seront pas avec le réchauffement climatique dans 50 ans. Mais d'une certaine manière, du coup, les préhistoriens, ils se disent, ben oui, c'est normal, ça continue à bouger, tout va bien, quoi. Si on veut être un petit peu provocateur. Mais c'est vrai qu'on a un imaginaire par rapport à ce qu'est l'espace maritime, ce que sont les îles, ce que sont les continents, qui doivent être, si on prend en considération l'histoire de l'humanité, intégrer le fait qu'il y a eu des moments dans les peuplements des continents où on pouvait aller à pied d'un endroit à l'autre et on ne peut plus aujourd'hui. Donc c'est effectivement le cas de la Grande-Bretagne. Donc j'ai mis la dernière glaciation où on voit sur cette carte effectivement un espace où on pouvait circuler qui n'est plus du tout celui d'aujourd'hui, et avec des glaces et des terres qui ont depuis été submergées. Donc il y a cette mise en perspective sur la très longue durée qui oblige à penser ces espaces maritimes et les espaces terrestres de manière différente. Et je pense que ça c'est important aussi, l'idée des changements de paysage dans notre appréhension finalement de ces questions maritimes, parce qu'il faut intégrer, je crois, ce paramètre-là et le lien que l'on n'a peut-être pas pensé pendant très longtemps entre l'homme et cet espace et ces espaces maritimes qui ont eux-mêmes évolué. Je pense qu'on a pendant longtemps tendance, finalement, on a pensé que, voyant l'image qu'il y avait des hommes de la préhistoire, c'était des gens un peu attardés dans des grottes, habillés de peau de bête, qui m'a demandé tout à l'heure pourquoi j'étais pas venue habillée en peau de bête pour me faire une blague. Je ne sais plus, mais voilà, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment l'image qui traîne. Et donc on se dit, si ces gens-là sont aussi attardés, ils ont quand même pas pu aller sur l'eau. On associe l'espace maritime à une certaine technicité, à des bateaux, et donc du coup on les a vus pendant très longtemps incapables de prendre la mer. Ça a peut-être aussi réfréné l'idée de voir ces hommes sur l'eau. Et aujourd'hui, même si la mer détruit beaucoup, on commence quand même à avoir des indices extrêmement intéressants pour voir dans de nombreuses régions et avec des formes très différentes, les hommes ont effectivement pris la mer, que ce soit en Méditerranée ou entre la France et l'Angleterre. Et même avec cette Grèce que vous connaissez si bien, Catherine Perlès, qui est considérée justement comme ce lieu même de la navigation, c'est l'endroit où on va justement aller d'île en île, et pas simplement parce qu'on a lu l'Iliade et l'Odyssée, mais qu'il y a cette dimension maritime assumée, pourrait-on dire, dans l'imaginaire commun. Même là, il a fallu, disons, travailler sérieusement pour montrer. On a un petit problème de carte, mais ça va venir. Ça va aller. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas de souris. C'est ça, il n'y a pas de souris, mais on est fort. Voilà. On la voit bien. Bon, Elle est ici. Alors, Catherine Perlès. Alors j'avais mis cette carte pour illustrer deux choses. La première, c'est ce que venait de dire Anne, c'est que, par exemple, dans la mer Égée, toute une série des îles centrales formaient une seule masse. Et dans les périodes où la baisse du niveau de la mer était maximale, pratiquement l'Anatolie et la Grèce étaient reliés à pied sec. Bon, en revanche, la Crète, elle, comme vous le voyez, a toujours été une île. C'est pour ça que je l'avais isolée. Des témoignages de navigation, donc pour cette zone-là, on a des témoignages, disons, je dirais traversés. Dès le Paléolithique moyen, avec l'homme de Néandertal, je dirais traversés parce que c'est 3-4 kilomètres. Ce sont des îles qui, avec la baisse du niveau de la mer, n'étaient séparées du continent que par des tout petits détroits, et ça ne supposait pas de techniques de navigation très affirmées. Et surtout, ça ne supposait pas ce que Anne n'a pas souligné, c'est que lorsqu'on a vraiment une traversée qui fait plusieurs dizaines de kilomètres volontaires, par exemple, pour atteindre l'Australie, pour atteindre Chypre ou des îles un peu plus éloignées, il y a toute une logistique derrière. C'est-à-dire qu'on... Une technologie.
Non, mais une logistique. Une logistique aussi, pas seulement une technologie. Oui, bien sûr. Justement, il y a toute une logistique. Qui va partir? Comment sont composés les groupes? Comment avoir des ressources suffisantes pour plusieurs jours éventuellement de navigation en mer, ou en tout cas pour plusieurs dizaines d'heures. Donc il y a tout un aspect logistique. Un aspect logistique aussi parce qu'on peut présumer qu'il y avait ce qu'on appelait les reverse migrations, c'est-à-dire la migration inverse, c'est-à-dire qu'on part, mais il faut pouvoir revenir si ça ne marche pas. Donc il y a tout un aspect logistique qui est important. Et c'est pour ça que je différencierai un petit peu les premières traversées du Paléolithique moyen avec ce qui se passe avec l'homme moderne, où là, on a réellement des navigations planifiées, ce que certains collègues appellent des navigations stratégiques, justement parce qu'il y a toute l'organisation derrière. Anne Leherf et puis Grégoire Marchand. Alors, moi je remettrais bien en navigation stratégique, si j'arrive à la remettre. Cette fois-ci, effectivement, à nouveau l'Angleterre. Alors, dans la... Oups, non, c'est pas ça que je voulais. Sur les premières images, simplement, j'avais sélectionné cette illustration parce que c'est vrai que sur les bateaux, on n'a quand même pas grand-chose, même si je vais vous en montrer un juste après, justement. Mais dans cette logique de développement de la navigation, les premières représentations, c'est une des premières représentations qu'on ait. Donc, on est du côté de l'Australie, on est dans le Kimberley, et c'est une des plus anciennes illustrations qu'on ait de bateaux. Là, qui montre bien effectivement les premières traces d'une navigation. On est vers moins 15 000 avant notre ère. Donc voilà pour cette première représentation qui montre véritablement cette action volontaire, cette logistique et la technologie qui l'accompagne. Alors moi, je voulais insister plutôt... bon, on va rester sur lui, puisqu'on n'a pas de souris. Ah, au secours. Les bateaux vont trop vite. Alors, je voulais... on n'a plus de PowerPoint du tout. Sauf si ça se met comme ça. Ou F5. F5. Il n'y a pas de F. Pendant que vous cherchez... Alors, pendant qu'on cherche la technique, je voulais vous montrer simplement l'image, effectivement, où là, un des premiers bateaux qu'on ait pour l'Europe, qui est un bateau... C'est celui-là. C'est celui de descend. C'est comme les gens qui partent, c'est l'entraide entre tous ceux qui partent. On a une grande entraide. Non, mais on est des préhistoriens. Et donc... D'où, s'il te plaît. Là. Si, regarde. Le bateau de Douvres se fait attendre. Si, ouais, regarde. Elle était là. Alors, simplement, je voulais vous montrer un bateau. Alors, c'est une aventure collective, ce bateau. C'est un des plus vieux bateaux que l'on ait pour l'Europe, effectivement, qui est un bateau sur lequel j'ai travaillé avec d'autres collègues. C'est vraiment un collectif. C'est un bateau, cette photographie date de 1992, au moment de la fouille, et j'étais pas sur le chantier. J'étais trop petite pour être sur le chantier, mais effectivement, il y a eu ensuite beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce bateau. C'est à Douvres, c'est ça? Alors, c'est un bateau qui a été trouvé à 6 mètres sous terre, juste à l'arrière, en fait, de la plage, au moment de la construction d'un tunnel pour aller jusqu'à l'embarcadère du ferry. Comme quoi, il y a des continuités maritimes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et ce bateau est un des plus anciens témoignages que l'on ait de cette navigation très volontaire entre le continent et l'Angleterre. Et quand on est du côté français, qu'on est sur la plage de Vissant, on les voit, les falaises de Douvres. Donc l'envie de traverser, on est à une trentaine de kilomètres, est évidemment une envie qui est aujourd'hui tout à fait d'actualité et parfois de manière dramatique, mais que l'on peut tout à fait mettre en perspective sur la très longue durée et sur cette période du bronze moyen, donc milieu du 2e millénaire avant notre ère. On est en 1500. On est en 1500. Il a été daté de 1550 précisément avant notre ère, et il était remarquablement bien conservé, parce que conservé justement dans des sédiments, donc avec le bois parfaitement intact, avec un système de fabrication extrêmement complexe. Là, c'est un détail, si ça veut bien. Voilà. Donc un système de planches, de chaînes, de tenons, de mortaises, un système de calfatage. Donc toute une technologie de fabrication de bateaux
Et c'est intéressant parce que finalement, ce bateau a été un des premiers... il s'inscrit dans une série qu'on a trouvée en Angleterre, mais c'est le mieux conservé de cette période-là. Et il montre, effectivement, il incarne tout d'un coup une réalité qui est une réalité de traversée, je ne dis pas du quotidien, mais pratiquement. C'est-à-dire que les populations sur le littoral anglais, sur le littoral français ou belge sont exactement les mêmes et elles utilisent pour faire ces traversées ces bateaux. Et là, on a un témoignage direct, on parlait tout à l'heure de témoignage indirect, là on a les bateaux sur lesquels effectivement ces hommes naviguaient et échangeaient et faisaient partie d'une même logique culturelle de part et d'autre de la mer. Grégoire Marchand, on nous a dit, Catherine Perlès nous a dit tout à l'heure, la découverte accidentelle, et c'est très important en science, la question de la découverte accidentelle. On ne cherche pas et on finit par trouver, et à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir différemment. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, un changement de paradigme. C'est-à-dire que plus on cherche, plus on se dit il y a des bateaux à Douvres, il y a de l'obsidienne sur l'île de Milos, alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. À partir de ce moment-là, on regarde totalement différemment l'histoire, justement, de ces humains de l'époque, des époques dites préhistoriques. Ah oui, en étudiant l'archéologie, par exemple, il y a des exemples en Scandinavie où, dès la fin de la glaciation, au moment où les glaciers reculent, d'emblée, les humains sautent dans leurs embarcations et partent sur les mers que vous pouvez imaginer en Norvège pour conquérir, pour aller toujours plus au nord, pour suivre peut-être les rennes, pour suivre des animaux migrateurs. Et donc, il y a une sorte de préparation. Et Catherine Perlès avait raison d'insister sur cette notion de navigation stratégique. C'est-à-dire que cette image de l'homme avec sa peau de bête qui est debout sur un tronc en disant « You, you, je vais arriver sur l'île », ça ne marche pas du tout. En fait, il y a vraiment une préparation en amont et il y a une technologie extrêmement complexe. Et puis, il ne s'agit pas de construire des bateaux. Il faut aussi maîtriser les courants, les vents, les marées. Et ça, c'est quand même, que ce soit en Bretagne où je travaille ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même... Alors justement, parlez-nous de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque vous travaillez sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce qu'on apprend de très récent à travers les fouilles que vous avez faites du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors, c'est une chronologie assez récente pour moi. Donc, du coup, ça veut dire déjà que les vestiges sont assez bien préservés. C'est-à-dire que l'occupation commence vers 3000 avant Jésus-Christ, puis finit en gros avec l'invasion européenne au XVIe siècle. Et donc, on a finalement des chasseurs-cueilleurs, pêcheurs très, très différents. On n'a pas l'équivalent en Europe d'une telle diversité. Vous allez avoir des pré-inuits, donc des populations comme ce qu'on appelle le Dorset, qui est à Terre-Neuve aussi entre 100 et 800 après Jésus-Christ. Avec des populations qui sont très inféodées aux phoques, qui abandonnent l'arc, la flèche, qui abandonnent le chien, qui n'ont même quasiment pas de traîneau, mais qui sont vraiment des ultra-prédateurs des phoques. Et puis, en parallèle, vous avez des Amérindiens qui eux, ont des technologies maritimes, aussi beaucoup de navigation. Et donc, on a vraiment un jeu sur des mêmes territoires de ces populations qui sont très différentes génétiquement. Et donc, moi, ça m'a beaucoup appris de ce point de vue-là. Et on est vraiment dans ces problématiques insulaires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire régulièrement, vous avez des chutes des ressources, vous avez des problèmes. Alors, est-ce que c'est des épizooties? Est-ce que c'est un ravage causé par les humains? Moi, j'ai tendance à être assez pessimiste et à penser que souvent, c'est quand même les humains qui sont responsables de la disparition provisoire des caribous ou des élans ou des animaux comme ça. Mais toujours est-il qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a les seuls sites des civilisations arctiques du territoire français, on a vraiment, ça ouvre le panel de ce qu'on peut connaître sur ces populations de pêcheurs. Et pour les questions de navigation, parce que c'est un peu plus ancien, ce dont je traite notamment en Europe, c'est qu'on a un réel problème. C'est-à-dire que de toute façon, on a des exemples de transfert d'une île vers le continent. On n'a pas les embarcations. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'en trouvera jamais. On va jamais trouver un bateau lesté de roches au fond de la mer qui n'aura pas été ravagé par les chalutages profonds. Et toujours est-il qu'il faut introduire une nouvelle démarche en fait d'expérimentation. Alors, on le fait avec plusieurs collègues érudits. On fait des démarches d'expérimentation sur les outils et tout ça pour essayer de comprendre comment on fabrique un bateau au Mésolithique, au Paléolithique, avec quel type d'outils. Voilà, et exactement en fait ce genre de travail. Et vous voyez, on est vraiment dans une réflexion indirecte. Archéologie expérimentale. Voilà. Et on part de cette idée que, sans mauvais jeu de mots, on ne croit pas du tout au culte du cargo. Moi, je pars de l'idée qu'on ne va jamais trouver des belles embarcations mésolithiques et que on est obligé d'en avoir. Ça va conditionner toute la culture de ces gens-là, parce qu'il faut, c'est pas facile de fabriquer des bateaux, d'avoir. Et en fait, ça demande un très gros travail collectif de recoupement. Catherine Perlès. Je voudrais juste préciser, je partage le pessimisme de Grégoire en ce qui concerne les bateaux qui allaient sur la mer.
Bon, en revanche, on a quand même, là vous avez un exemple en haut à droite, pour le Mésolithique, on a quand même plusieurs pirogues remarquablement conservées. Il y en a au Danemark, celle-ci vient d'Italie, de la Marmotta, où il y a 2 très belles pirogues qui font 10 mètres de long et qui montrent effectivement une technologie déjà très aboutie. Donc, en milieu fluvial ou lacustre, on a des témoignages des techniques de construction. Simplement, ce sont des embarcations qui ne pourraient pas aller sur l'eau, ou du moins sans qu'on mette des balanciers ou sans qu'on fasse des doubles pirogues. Et de ça, on n'a absolument aucune indication en Europe. Mais donc, on n'est pas complètement démunis. Alors, l'autre hypothèse, c'est les radeaux, sur des modèles qui sont plus ou moins inspirés des radeaux qui existaient à Corfou, des radeaux qui existaient en Égypte, puisque les Égyptiens construisaient, alors pas des radeaux, mais des bateaux en roseau, et donc des expérimentations pour montrer qu'effectivement, ces embarcations en papyrus, excusez-moi, j'ai dit roseau, c'est papyrus, ces en papyrus, en fait, pouvaient effectivement faire des traversées de plusieurs jours avec des hommes, mais aussi des animaux. C'est ce que vous dites, Catherine Perlès, que disent aussi, par exemple, les égyptologues. Ils disent on avait toujours pensé que la navigation ne se faisait que sur le Nil depuis quelques années, et c'est très récent, en particulier avec les fouilles d'Aït Soukna, on a découvert que ces bateaux qui étaient sur le Nil pouvaient aussi avoir une technologie un peu différente pour aller sur l'océan, et partir sur l'océan Indien et aller à ce fameux pays de Punt qui est raconté dans les textes égyptiens antiques, dont on ne sait pas où il était exactement. Est-ce que c'était justement cette Arabie que vous avez, où vous êtes allé, Grégoire Marchand? Mais en tout cas, il y avait cette idée qu'on sortait d'une navigation qui était juste fluviale pour passer à une navigation différente qui allait sur les flots. C'est cela, Grégoire Marchand? Oui, exactement. En fait, et c'est vrai qu'il y a un fossé entre naviguer sur des fleuves ou même sur la Baltique, qui reste un espace maritime relativement paisible, et puis aller sur l'Atlantique ou même la Méditerranée avec ses caprices qu'on connaît. Donc, sans parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, où là, on a des océans qui sont particulièrement toniques, disons. Et effectivement, il faut en fait... on est obligé d'imaginer que ces nomades marins avaient des outils et n'ont pas navigué de manière aléatoire. Et ça, c'est un très gros processus mental à franchir. Donc, Catherine Perlès a commencé à travailler effectivement en Méditerranée beaucoup sur ces questions-là. Pour l'instant, en Atlantique, on avait laissé tomber le dossier littéralement. Mais maintenant, tout prouve que ces gens sont des nomades marins qui nomadisent beaucoup, qui se déplacent énormément. Et donc, en fait, il faut remettre au centre du débat la navigation. C'est vraiment l'élément géographique clé qui va vous permettre de tenir un territoire. Anne Loerf, vous vouliez intervenir? Oui. Alors, mais pour ce qui est de l'Europe, je rebondis. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on veut partir? Alors, c'est une vraie question. C'est-à-dire que pour revenir sur les questions des pirogues, en Europe aussi, on a des pirogues monoxyles, en particulier dans les Alpes, dans les habitats lacustres. Donc, on sait qu'effectivement, l'idée de navigation existe au néolithique. On sait par ailleurs que la néolithisation n'a pas pu se faire sans l'utilisation d'embarcations. Ce qui est un petit peu compliqué et ce qui manque, c'est effectivement quelles sont ces embarcations qui ont servi à cette époque-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je montrais un petit peu je montrais ce bateau qui est une espèce de début d'une réalité concrète que l'on a tangible, qui montre qu'effectivement ces embarcations qui ont permis de traverser alors la Manche, comme on sait, c'est pas très large, mais c'est très dangereux. Il y a quand même beaucoup de courants et beaucoup de difficultés sur cette trentaine de kilomètres, et on voit très bien que ces bateaux maritimes ne sont pas les pirogues, et effectivement, elles n'auraient pas pu exister. Donc il y a tout un... Vous avez d'ailleurs tenté une reconstitution. Oui, on a effectivement fait une reconstitution. Alors, on a fait une reconstitution dans le projet européen, dont il y a d'ailleurs dans la salle des partenaires et acteurs. On a fait une reconstitution, alors à l'échelle 1,5 de ce bateau de Douvres, pour essayer effectivement de comprendre d'abord les gestes, de vérifier des hypothèses scientifiques, et puis on a été obligé de faire une réplique à l'échelle 1,5 pour des questions de temps et des questions également de bois.
Parce que pour fabriquer un bateau de Douvres qui faisait 18 mètres de long, il faut aller dans les forêts domaniales, prendre des chênes pluricentenaires. On s'est heurté à quelques difficultés logistiques pour arriver à avoir du bois au nom d'une archéologie expérimentale. Voilà. Ça n'a pas été si simple que ça. Donc, je ne dis pas qu'on s'est rabattu, mais voilà, on a déjà fait ce premier travail d'expérimentation pour comprendre des gestes et des fabrications, vérifier des hypothèses. Ce n'est pas de l'archéologie juste pour s'amuser. C'est véritablement l'archéologie expérimentale, c'est une vraie démarche. C'est vraiment pour vérifier et tester des hypothèses. Des hypothèses. Donc là, on a pu vérifier ce qui avait été fait, parce que tout à l'heure, je vous l'ai montré sur l'image, mais le bateau n'a pas été fouillé dans sa totalité. On l'a à peu près sur la moitié, donc il nous en manque des bouts, et puis il a été en partie démonté, donc il manque une partie du bateau. Donc ça fait des manques, tout en ayant un bateau magnifiquement conservé. Donc ça laisse beaucoup de questions, et ça oblige évidemment les chercheurs à essayer de trouver des réponses. Et parmi les moyens pour trouver des réponses, il y a effectivement essayer de retrouver les gestes de nos ancêtres d'il y a 3500 ans, puisque là on est à 3500 ans, pour essayer de voir si les hypothèses conviennent ou pas, et refaire des bateaux. Voilà, c'est une pratique aujourd'hui partagée par beaucoup. Ça fait avancer quand même effectivement les propositions scientifiques. Catherine Perlet, c'est là où effectivement la question de l'imagination du chercheur est une question extrêmement importante, parce qu'il faut non pas se mettre à la place de celui qui se trouvait à l'époque néolithique ou même au mésolithique sur une embarcation pour pouvoir joindre un autre endroit, mais il faut tenter de comprendre ce qui les a motivés, et pour cela on n'a aucun autre témoignage que peut-être parfois et très rarement une embarcation, ou imaginer ce qui a permis de penser qu'on allait passer d'une île à l'autre ou du continent à une île, etc., etc. Comment on fait justement ce travail intellectuel ? Je trouve que justement, parfois, les préhistoriens manquent d'imagination, ou en tout cas, ils manquent de curiosité, ou ils manquent de réalisme, tout simplement. La carte que vous avez sous les yeux, c'est une carte des navigations présumées, enfin des itinéraires de navigation présumés au Mésolithique, donc entre l'Anatolie et la Grèce, qui est fondée sur la distribution toujours de cette même obsidienne, qui vient de 2 sources, toutes les 2 insulaires, et donc qu'on retrouve à la fois sur le continent et sur des îles où elle n'y était pas. Tout ça pour dire que dès le Mésolithique, donc avant les derniers chasseurs-collecteurs européens, on a déjà la preuve de navigation tout à fait régulière et intentionnelle pour se procurer de l'obsidienne. Là où les préhistoriens manquent parfois, disons, d'imagination, de curiosité, c'est qu'en fait, ils se sont appuyés sur ces réseaux de navigation mésolithique pour dire que, voilà, le néolithique, quand le néolithique a diffusé, on peut prendre la suivante, quand le néolithique, c'est-à-dire les groupes porteurs d'agriculture et d'élevage avec des animaux domestiques, avec du blé et des céréales et des légumineuses domestiques, se sont répandus. Alors, je suis désolée, Grégor, d'est en ouest, ça on ne peut pas y échapper. Les dates montrent bien que le plus ancien néolithique, c'est vraiment d'est en ouest. Mais ils ont trouvé, ils dit, oui, c'est normal, au mésolithique, ils savaient déjà naviguer, donc il suffisait de demander aux bateliers mésolithiques de vous transporter, et puis le néolithique, comme ça, pouvait diffuser depuis le Proche-Orient jusqu'à Portugal. Bon, sauf qu'ils oubliaient une chose, c'est que les mésolithiques, ils ne se baladaient pas avec leurs animaux. Et que c'est très différent. Et un des problèmes pour naviguer avec des animaux, outre le fait qu'ils ont besoin de boire et de manger, ce qui n'est pas forcément facile partout, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à chaque étape de quoi boire et de quoi manger, mais surtout les ruminants ont besoin de bouger. Parce que s'ils ne bougent pas, ils produisent vous savez que les ruminants produisent du gaz, du méthane, et ils ont absolument besoin de bouger pour évacuer ce méthane, sans quoi ils peuvent très bien en mourir. Bon. Donc non seulement il faut que nous arrivions à concevoir des bateaux qui puissent aller d'un endroit à un autre, mais il faut qu'on arrive à concevoir des moyens de mettre sur ces bateaux des vaches, des moutons et des chèvres. Donc, les cochons ne sont pas ruminants, donc là, et puis ils peuvent nager. Donc ça, on peut les mettre à la traîne, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour les ruminants, il faut concevoir des bateaux sur lesquels on pouvait aussi laisser les animaux quelque peu se bouger
pour évacuer les gaz. Et c'est là que je dis que les préhistoriens manquent souvent d'imagination ou de réalisme. C'est-à-dire que voilà, tout le monde dit « Ah oui, puisque les mésolithiques savaient naviguer, c'est normal que les mésolithiques et les néolithiques aient suivi les mêmes voies. » Sauf que les problèmes logistiques ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Grégoire Marchand, qu'est-ce que vous pensez justement de cette hypothèse assez complexe, effectivement, de changer de méthode de transport, puisque effectivement, il faut transporter avec soi ces animaux? Mais effectivement, en plus, pour rajouter quelque chose à ce que disait Catherine Perlès, c'est qu'en fait, il y a peut-être aussi beaucoup de stratégies d'évitement de ces derniers chasseurs-cueilleurs. La génétique, actuellement, nous montre vraiment quand même un fossé entre ces dernières populations de chasseurs-cueilleurs à l'échelle de l'Europe et puis les premiers agriculteurs. Ce qui fait que le petit ferry mésolithique dont se moquait Catherine, effectivement, il n'existait peut-être même pas. C'est-à-dire que, si ça se trouve, c'est ce qui s'est passé à Terre-Neuve, où les Béotucs ont systématiquement fui les rapports avec les Européens jusqu'à leur extermination définitive. Donc, je crois qu'effectivement, on est obligé aussi d'imaginer une révolution dans les modes de transport par bateau, en fait, entre le mésolithique et le néolithique. Vous nous parlez de Saint-Pierre-et-Miquelon. Parlez-nous d'Oman, par exemple, et des fouilles que vous y avez menées, où là, effectivement, il y a des sites de débitage d'animaux marins, les dugongs, où il y a effectivement tout un travail d'industrie qui est une industrie première, mais qui est une industrie tout de même, qui nous dit aussi qu'il y a des échanges comme ceux dont parlait Catherine Perlès à propos de l'obsidienne. Il y a des échanges, il y a du commerce peut-être. Est-ce qu'il y a là des dimensions religieuses? On ne sait pas, on ne peut pas trop le savoir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous dit que ce point d'Oman, par exemple, était un point central de commerce ou de transport ou de navigation entre les divers continents qui sont autour. Mais paradoxalement, en Oman, c'est probablement les populations les plus maritimisées que j'ai jamais rencontrées. C'est-à-dire que, comme vivre en bord de mer, c'est aussi jouer entre les ressources intérieures et puis le bord de mer. Et donc, ce qui permet l'épanouissement de diverses cultures. Et en Oman, en fait, vous pouvez, quand vous êtes chasseur-cueilleur ou pêcheur, en l'occurrence, c'est plutôt pêcheur-collecteur, vous n'avez strictement rien à manger à l'intérieur. En fait, donc vous ne vivez que sur une espèce de frange maritime extrêmement sèche, qui est parfois soumise à la mousson, mais qui est très très mince. Et j'avais jamais vu un tel degré d'adaptation aux environnements marins en Oman. Et effectivement, les dugongs, on est plutôt aux Émirats, et donc là, effectivement, on est dans le Golfe Persique, où on va avoir beaucoup plus d'échanges, parce qu'on est quand même très très près de cette espèce de berceau des civilisations qui est l'Irak actuel. En Oman, on est vraiment plus sur des populations qui sont totalement coincées le long de la mer et qui circulent effectivement en nomadisme maritime. Mais c'est des types d'adaptations assez étonnantes. J'avais jamais vu ça. Anne Le Herff, on dit depuis le début de cette discussion que la question, c'est une sorte de révolution mentale qu'il faut faire vis-à-vis même des problèmes que l'on se posait auparavant et qu'il faut reposer de façon différente. Comment, depuis cette histoire du boat, du bateau de Douvres, vous avez repensé différemment peut-être votre pratique de chercheuse et d'archéologue en vous disant, ben voilà, il faut revoir la carte, il faut revoir les circulations, il faut revoir tout ce que je croyais savoir auparavant? Alors, je ne suis pas toute seule à avoir évolué, je pense, dans ma pensée, dans le regard. C'est clair que la question de l'approvisionnement, la question de la circulation et des hommes, et des savoirs, et des biens, c'est une question fondamentale qui est attachée à la mobilité et qui inclut cette mobilité, y compris maritime. Le projet BOAT nous a tous, enfin collectivement, les gens qui ont été partenaires et j'espère les gens avec lesquels on a dialogué, effectivement la question de la mer, elle nous a obligés à regarder les choses de manière un petit peu différente et à penser, à voir, à constater que la mer, et ça je pense que c'est vraiment très important, n'est pas un obstacle, n'est pas forcément, n'est pas systématiquement, il n'y a pas une espèce de déterminisme géographique qui fait que la mer est là et donc on s'arrête. Non, la mer est là, mais on ne s'arrête pas forcément. C'est-à-dire que si on a de bonnes raisons d'aller de l'autre côté, ou la curiosité d'aller de l'autre côté, ou parce que l'homme est également curieux, puis qu'on voit les falaises de l'autre côté, eh bien on traverse. Et il se trouve que les époques que ça concerne, alors le néolithique et puis l'âge du bronze, là j'ai inversé, je m'étais amusée un jour à inverser cette carte, enfin qui est une carte assez classique
classique, parce que c'est quand même juste que l'Europe. Puis un jour, je l'ai juste tourné d'un quart, et puis j'ai vu mes étudiants qui se mettaient tous à tourner la tête. Et je me suis dit, mais oui, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on est sur une réflexion différente, parce qu'en fait, le centre, la périphérie, en mettant la mer au milieu du débat, nous oblige à regarder les choses de manière différente. C'est-à-dire que là, on a tendance à mettre toujours des cartes avec la Méditerranée qui est centrée. C'est-à-dire qu'on regarde la Méditerranée et on regarde la périphérie et on voit les brumes du nord. On n'est pas dans la grotte, mais pas loin. En tout cas, il semble y être resté. Et si on bouge la carte, on s'aperçoit qu'en fait, l'Europe, c'est une bande de terre, et que de part et d'autre de cette bande de terre centrale, on a d'un côté la Méditerranée, qui est une mer dans laquelle il y a une dynamique, et que de l'autre côté, là où on a notre bateau de Douvres au centre, et où on a nos cultures et sociétés de l'âge du bronze, qui sont des sociétés qui vont de la péninsule ibérique jusqu'à la Baltique, jusqu'à la mer Baltique, c'est une autoroute, en fait. Cette espèce et le bateau de Douvres, il est juste au milieu de l'autoroute. Donc oui, ça oblige à repenser. Alors on continue à travailler sur ces relations transmanche, sur ce que ça veut dire. L'âge du bronze, c'est le développement de la métallurgie. C'est une des raisons de ces transports par bateau, parce que il faut pour faire de la métallurgie du bronze. C'est pondéreux. C'est pondéreux, puis il n'y a pas du cuivre et de l'étain partout. Donc il faut aller chercher de l'étain plutôt en Angleterre. On a des mines de cuivre ailleurs. Si on veut mélanger les deux dans un creuset de bronzier, il faut aller les chercher. Donc il y a des raisons économiques, il y a des trafics, et puis il y a des raisons de société et de transfert de technologie. Toutes les bonnes raisons qu'on verrait aujourd'hui dans une économie finalement qui ne nous étonnerait pas, il faut remonter le curseur au moins jusqu'à l'âge du bronze. Et puis oui, changer nos perspectives. Je pense qu'effectivement, ça, tout simplement avec une petite carte, parfois ça nous met le curseur autrement. Catherine Perlès, sur cette question, par exemple, de s'interroger en même temps que le reste, sur le commerce, sur le transport maritime, sur la capacité J'irai résolument pour dire que ce que décrit Anne remonte au néolithique, que ça n'est pas l'âge du bronze. En particulier pour le néolithique, donc sur les premières sociétés agropastorales qui sont implantées en Europe, je pense que le rôle de la mer a été beaucoup plus un rôle justement de commerce, disons d'échange de biens, de circulation de biens, qu'un rôle nutritionnel. C'est-à-dire que on a des sites côtiers au néolithique. Pratiquement toutes les analyses qu'on a pu faire, et il y en a un certain nombre, que ce soit à l'est ou à l'ouest, montrent que l'alimentation à base de ressources marines existe. Je veux dire, comme nous, on aime bien avoir notre plateau d'huîtres de temps en temps, eux aussi. On aime bien manger du poisson de temps en temps, eux aussi. Mais que ça n'a, même pour les populations côtières, ça n'a jamais été la base essentielle de l'alimentation, contrairement donc à ce qu'on peut voir en nomade. Et c'est toujours, en fait, la chèvre, le mouton, le bœuf, le cochon qui constituent l'essentiel, et le blé, l'essentiel de l'apport calorique. Donc, la mer au néolithique, ça n'est pas d'abord une ressource alimentaire. C'est, je pense, essentiellement un moyen de trafic, d'échange, de circulation des biens. Et la liste de tout ce qu'on pourrait dire est très longue. Et donc, ce que décrit Anne, il y a déjà les racines au néolithique. Qu'est-ce que vous avez appris à travailler sur des sites dans des espaces très différents, Grégoire Marchand, par exemple? On parlait de Saint-Pierre-et-Miquelon, on parlait d'Oman et de la péninsule arabique, vous parlez de la Bretagne. Est-ce que le comparatisme est clair ou au contraire obscurci, parce que parfois on ne comprend pas pourquoi ça ne se ressemble pas, le travail que vous menez en tant qu'archéologue et spécialiste? Ça a rendu la situation plus opaque. Il ne faut pas que mon employeur entende ça. Mais parce qu'en fait, moi j'étais baigné probablement comme Catherine Perlès, baigné d'anthropologie sociale américaine qui a mis beaucoup en valeur à partir des années 80 ces populations côtières qui avaient des démographies incroyables, qui avaient des organisations sociales très hiérarchisées. Et en fait, je crois que quand je suis revenu à la mer, en quelque sorte, en Bretagne, d'abord sur des amas coquilliers, des dépôts de coquilles, j'avais en fait cette envie de trouver des populations hiérarchisées, sédentaires. Et puis peu à peu, j'ai été invité sur différents littoraux de la planète. Et je me suis rendu compte que ma vision se fractionnait et qu'en fait, on ne pouvait pas systématiquement associer à l'océan une forme d'organisation sociale et que tout était beaucoup plus compliqué parce que ça dépendait effectivement des phénomènes de transfert, des capacités de chaque société à échanger ou pas.
Et puis travailler en bord de mer, je crois qu'il faut vraiment, la leçon que je retiens, c'est qu'on est obligé de prendre en compte vraiment beaucoup les facteurs érosifs. C'est-à-dire que ça reste quand même un milieu relativement hostile, je crois que c'est Anne qui en parlait, qui est plutôt qui est très agressif, avec des érosions très, très puissantes. Et donc quand vous fouillez des sites très compliqués comme celui que je fais à Lens-Saint-Henri, à Saint-Pierre et Miquelon, il faut s'attacher plusieurs géomorphologues, plusieurs géologues en fait, qui vont vous aider à mesurer le poids de cette érosion et qui s'accélère. Hein. De facto, c'est pas tant il y a la remontée du niveau de la mer, mais c'est aussi la violence des tempêtes qui fait que les sites sont de plus en plus déstabilisés par les éléments. Donc je crois que travailler en bord de mer, c'est obligatoirement quelque chose de pluridisciplinaire et vous êtes toujours en questionnement par rapport à l'érosion. Qu'est-ce que la mer vous a piqué, en gros, pour dire les choses de manière triviale? Qu'est-ce qui est parti? Comment je mesure ce qui est parti? Parce que vous savez que le niveau de la mer a augmenté de presque 100 mètres depuis 20 000 ans, mais également dans les latitudes nord, la Terre remonte, parce que la Terre soulagée des glaces continue à remonter. Donc dans certaines latitudes nord, vous avez les lignes de rivage, en Norvège par exemple, les lignes de rivage du Mésolithique ancien, elles sont à plus de 100 mètres, elles sont en pleine forêt. Donc en fait, tout ça, si vous arrivez avec votre petite truelle et votre charmant sourire d'archéologue, vous n'y comprenez rien. Et donc en fait, il faut vraiment... ça ne peut être qu'en fait un travail vraiment très collectif lié aux sciences de l'environnement. Il n'y a pas de raison qu'ils prennent ensuite tout le discours, hein, mais on a besoin de leur aide. Anne Loerf, justement, sur cette révolution mentale dont on parle depuis un certain temps maintenant dans cette discussion. La révolution mentale, effectivement, elle s'inscrit là dans la longue durée, mais je pense qu'elle est d'une certaine manière, pour les périodes qui sont les miennes, acquise maintenant. Ouais. Je pense qu'elle a été faite, c'est-à-dire que des découvertes comme le bateau de Douvres en 92, c'était il y a déjà maintenant longtemps, suffisamment longtemps pour qu'effectivement ce soit devenu un élément dans la réflexion que les archéologues spécialistes, j'allais dire, du néolithique et de l'âge du bronze ont intégré pleinement, avec là aussi et le concours des géomorphologues, parce qu'on en a besoin, y compris sur des périodes plus récentes. Et puis on a toute cette puissance des études sur le paléo-environnement aussi. Donc les environnements anciens, les petites graines, les petits pollens, qui permettent aussi d'arriver à avoir des informations que l'on n'avait pas il y a très très longtemps et qui aujourd'hui donnent des éclairages par rapport à ces mouvements de population. Et puis tout ce qui aujourd'hui complète cette panoplie-là, qu'est la paléogénétique, qui nous permet de voir des individus de manière très concrète qui ont effectivement été, qui viennent d'un endroit et qui sont allés à un autre. Alors, avec la question du strontium, par exemple, etc. Avec des tas de possibilités, oui. Et puis il y a vraiment des projets qui sont en cours, très, très précis. Ça nous ouvre des horizons extrêmement complexes, qui d'un point de vue de l'éthique sont pas toujours simples. Sur la question de migration et sur la question des populations anciennes et de tous ces brassages dans lesquels la mer joue un rôle clé. Catherine Perlès. Oui, je voudrais rebondir à la fois sur ce que disait Grégoire et ce que disait Anne, mais en apportant quelques nuances. Voilà. C'est vrai que cette révolution mentale a eu lieu et elle a donné lieu en particulier à la naissance d'une sous-discipline, une de plus, qu'on n'a pas encore mentionné, qui est l'archéologie des sites préhistoriques submergés, dans lequel nos collègues anglo-saxons, mais aussi français, se sont lancés. Donc on a toute une cartographie des sites préhistoriques submergés. Et ça a donné lieu à un discours qui, effectivement, montre bien la révolution pour dire, en fait, à cause de la remontée du niveau de la mer, on a complètement sous-estimé l'importance des sites côtiers, on a complètement sous-estimé l'importance des ressources littorales. Du coup, les fameux chasseurs-pêcheurs hiérarchisés, ils devaient sûrement exister, mais maintenant ils sont sous l'eau. Mais il y a eu donc un mouvement de balancier, comme souvent, où on est passé de « on les ignore » à « on en fait quelque chose d'absolument fondamental ». Bon. Alors, je voudrais un peu nuancer, parce que j'ai la chance de travailler sur un des très, très rares sites, où on est à la fois pratiquement côtier et avec ce très long enregistrement dont parlait Grégoire, puisqu'on a une séquence qui va à peu près de 36 000 jusqu'à 3 000. Et là, justement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un facteur culturel. Tout n'est pas une relation à l'environnement, tout n'est pas de l'économie, je dirais, à l'anglo-saxonne, où, puisqu'on est au bord de la mer, forcément, il faut qu'on exploite les poissons, les crustacés, les mollusques, etc. Non, on voit très bien, quand on prend un site comme celui sur lequel je travaille,
qu'il y a véritablement des choix. Il y a des populations qui sont là et qui s'intéressent aux ressources marines. Il y en a qui sont là, après, peut-être même leurs descendants, et qui ne s'y intéressent pas. Bon, on a des épisodes à Frankfurt. C'est ce que vous appelez une vision culturelle, effectivement. C'est ça, il faut réintroduire aussi le choix humain. Il n'y a pas de mécanisme. Ce n'est pas une relation mécanistique. Il y a des populations, et peut-être même leurs descendants, qui se détournent des ressources marines. Il y en a qui les exploitent. On a, par exemple, un épisode au Mésolithique, donc des chasseurs, collecteurs, pêcheurs, énorme épisode de pêche au thon. Bon, et puis après, pendant plusieurs milliers d'années, il n'y aura plus de thon. Et puis il va revenir à la fin du néolithique, où là, on va à nouveau beaucoup pêcher le thon. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a l'environnement, il y a tout, mais il y a aussi quand même le fait que des populations humaines, elles ont toujours leur libre arbitre, leur choix symbolique, leur tradition, et que ça compte aussi dans la relation à la mer. Et d'ailleurs, cette question du choix, vous précédez peut-être Catherine Perlet, c'est une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut savoir, mais je pense que c'est difficile de le savoir, mais pourquoi telle communauté humaine choisit tel endroit pour pouvoir s'interrompre ou arrêter son périple? C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, on peut, alors c'est difficile, se mettre dans la tête de celui ou de celle ou de ceux qui partent et qui se disent, c'est là, dans cet anse-là, peut-être à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un autre endroit, ou dans une île grecque, qu'on va poser nos valises, enfin, si je puis dire, et puis s'arrêter momentanément, quitte à repartir plus tard. Et ça, pour l'instant, on est encore à l'aube d'une réflexion sur ces questions-là, ou pas? Je ne sais pas, Catherine Perlès ou Catherine Perlès. Moi, je dirais très brièvement, simplement, c'est beaucoup plus facile de dire pourquoi ici ne sont pas arrêtés. Voilà. Là, on a en général de bons arguments pour expliquer pourquoi telle île n'a pas été colonisée avant telle ou telle période. Oui, Grand Marchand. Moi, j'ai toujours été étonné, parce que vous l'avez mentionné, cette question tout à l'heure, et c'est vrai que pourquoi aller sur certains espaces insulaires qui sont... Là, je vois, par exemple, j'ai étudié des silex qui doivent dater de 3500 ans avant Jésus-Christ sur l'île de Sein. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Sein, au sud-ouest de la Bretagne. Un espace qui est au ras de l'eau, qui est relativement pauvre du point de vue agricole, et pourtant, les gens se sont installés en masse à cet endroit-là. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller dans les îles à la Laniate, à Courria Moria, à 40 km du littoral d'Oman, où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Vous avez le désert, et pourtant les gens sont là, ils mangent leur coquillage. Qu'est-ce qui fait que l'humain va toujours aller aux franges, même dans les endroits les plus... Là, là, en tant qu'archéologue, moi, je sèche. J'ai pas de... On rentre peut-être plus dans une certaine philosophie une réflexion plus générale sur notre espèce. Mais partout où on peut aller, on y va. Et c'est ce qui est assez fascinant. Anne, Loer. Ouais, je vais rechercher ce que vient de dire Grégor. C'est vrai que le pourquoi, moi aussi je sèche. Ce que par contre je trouve fascinant, c'est effectivement cette capacité d'exploration qui semble sans limite. Parfois cette implantation envers et contre tout, et ces choix qui sont très diversifiés. C'est-à-dire que plus on étudie de sites et plus on ouvre des horizons de périodes et de lieux, et plus on a l'impression, tout à l'heure, le mot de comparatisme, c'est-à-dire que surtout on a un enrichissement et une complexification de ce que l'on peut trouver. Et alors on pourrait se dire, c'est assez désespérant parce que jamais on fera une espèce de schéma bien linéaire de système qui rentre dans un tableau. On continuera effectivement à être vu comme des gens qui introduisent la complexité avant tout, mais on est bien obligé de faire comme ça parce que c'est cette réalité-là. Et puis cette volonté, oui, de s'approprier des lieux, d'en faire quelque chose avec aucun schéma qui ne soit dicté au départ. Il n'y a rien d'écrit. Ce sont vraiment les hommes qui écrivent leur histoire. Alors, ces questions environnementales, elles permettent de tracer ces choix, pas simplement de suivre les milieux naturels. Mais oui, je trouve que le côté formidable de nos archéologies, c'est vraiment d'arriver à percevoir cette diversité, et en se disant qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous échappent dans cette... Je crois que Catherine Perlès cherche quelque chose sur les... Je cherche ça. Voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on parle de ces colonisations un peu partout. Alors, je voulais rajouter deux choses, cette extension tous azimuts. La première, c'est que ça exige ce qu'on appelle en anglais du scouting, les scouts. Les scouts, c'est les éclaireurs. Donc, il faut bien voir que tous ces déplacements n'ont pu être faits que si on avait effectivement des éclaireurs qui préparaient, qui allaient voir, qui testaient.
La deuxième chose que je voulais illustrer ici, c'est que ces déplacements, là c'est le néolithique, ne sont pas des déplacements de proche en proche. C'est ce qu'on appelle du saut de grenouille, du leapfrogging. Donc là, on a un exemple célèbre en France du site de Port-Iragne, dont tous les caractères techniques montrent qu'il venait du centre du Latium en Italie. Alors, il y a un petit élément intermédiaire du côté mais pas loin de Port-Iragne, donc c'est un bel exemple de leapfrogging. Mais c'est aussi un bon exemple d'échec. C'est-à-dire qu'on a deux communautés qui sont implantées à Port-Iragne, l'une qui venait de Ligurie, une autre qui venait du Latium, et dans les deux cas, au bout de quelques générations, ça marche pas. Ça marche pas. Donc il faut essayer également ne pas oublier que toutes ces tentatives de colonisation ont été certes préparées, mais pas toujours. Vous voulez dire que au bout de quelques générations. Vous voulez dire que si Marseille a marché, d'autres emplacements n'ont pas forcément fonctionné et qu'il a pu y en avoir d'autres, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités dans cette discussion sur la mer à la préhistoire absolument passionnante, qui révolutionne notre vision des choses? J'ai une main qui se lève là. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui... Attendez, vous voulez... Je vais y aller si vous voulez. Hein? J'essaie de chercher quelque chose de sympa qu'on n'avait pas mis. Oui, je vous donne le micro. Oh non, c'est pas mal débrouillé. Mais on va remettre ça là, elle est très bien. Elle est jolie, celle-là. Oui. Il y avait la carte avec toutes la planète, non? Merci beaucoup pour votre intervention qui était vraiment passionnante. J'aurais peut-être deux petites questions. La première, c'est avec tout ce qui s'est passé cette année ou d'autres années avec des épisodes de sécheresse, on sait qu'il y a un certain nombre de sites qui ont émergé. Est-ce que, au niveau de l'archéologie maritime, vous avez aussi eu des découvertes différentes ou importantes cette année? Et deuxième question, vous parliez des bateaux. Est-ce qu'on a des similitudes ou au contraire des bateaux très différents, ou est-ce qu'on n'en sait rien selon les lieux, entre les différents sites où vous avez trouvé des bateaux? Voilà. Qui veut répondre? Anne Loerf. Alors, pour la question des bateaux, je prends la question des bateaux. Alors, il y a des variations de ce que l'on connaît à travers le monde comme bateaux les plus anciens. Il y a la question technique, il y a des impératifs, il y a des contraintes techniques. On ne prend pas la mer avec n'importe quoi, donc il y a quand même un certain nombre de contraintes. Et en même temps, là aussi, on a une grande diversité, y compris sur des modèles de bateaux qui, a priori, sont des modèles de bateaux qui appartiennent à des familles de bateaux. D'un lieu à un autre. Alors, si je reprends simplement mon petit âge du bronze, le bateau que je vous ai montré de Douvres, c'est un bateau qu'on appelle un bateau à bord cousu, parce qu'effectivement, il y a des coutures sur ce bateau. En Angleterre, il y en a une dizaine de connus. Il n'y a pas un, ils sont tous à bord cousu, et ils sont tous à la fois identiques et différents. En Méditerranée, il y a au large de la Croatie des bateaux, alors tout petit peu plus tardifs, mais toujours de l'âge du bronze, qui sont aussi à bord cousu. Donc on a d'une certaine manière la même réponse technique, et en même temps, ce sont des bateaux de types différents. Donc il y a cette diversité qui existe, et ce jeu subtil entre des choix techniques correspondant à des contraintes de navigation et des choix culturels de société qui, eux, appartiennent aux populations et aux individus qui fabriquent ces bateaux. Vous voulez répondre, Carlès ou Grégoire Marchand, à cette question des bateaux ou à la question de la sécheresse qui permettrait de découvrir de nouveaux sites qu'on n'aurait pas vus auparavant? Pour la sécheresse, c'est le cas effectivement dans des lacs, notamment des lacs de barrage même récents, où on se rend compte que ça ça avait recouvert, si vous voulez, des vestiges, et pour les rivières également. En revanche, pour la mer, ça n'a pas d'incidence particulière parce qu'il y a le battement des marées et tout ça. Donc il n'y a pas eu la sécheresse n'a pas eu d'incidence sur les découvertes en archéologie maritime, disons. Madame. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Donc, vos travaux, ils portent essentiellement sur l'Europe, d'après ce que... Je suis ici, excusez-moi. Oui, vous avez les projecteurs. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des mondes océaniens qui sont connus, là aussi, pour justement avoir pratiqué la mer? Oui, on a mis une carte sur l'Océanie. Catherine Perlès est en train de chercher une carte sur ce thème. On va réclamer une souris pour l'année prochaine. Oui. Je peux prendre une autre question, si vous voulez, en attendant qu'on trouve la carte.
les mondes océaniens d'un côté et puis Oui, moi j'aurais une petite question. En fait, je suis enseignante en collège. Je suis ici, voilà. Et donc c'est un chapitre qu'on enseigne assez récemment, depuis 2015, en fait, avec la réforme. Et une période pour laquelle on est finalement très mal formé. Du coup, j'avais plusieurs questions suite à cette intervention qui a totalement révolutionné ma manière en fait d'enseigner ce chapitre. Je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est plutôt des conseils. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des enseignants qui ont des élèves de 11 ou 12 ans dans les classes pour pouvoir aborder ce thème des mobilités, notamment à travers les espaces maritimes? Alors d'abord la réponse à la question sur l'Océanie, puis ensuite la question de l'enseignement. Moi, je suis plus à l'aise sur l'enseignement. Catherine Perlès, sur l'Océanie, allez-y. Bon, vous avez vu tout à fait au début une carte où il y avait d'un côté tout le continent du sud-est asiatique et puis une grosse masse qui était l'Australie, la Nouvelle-Guinée. C'est ce qu'on appelait autrefois, donc ce qu'on appelle d'ailleurs toujours les continents de Sunda et Sahul. Sahul, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, la Tasmanie, ont été colonisés donc au moins 55 000, peut-être 60 000. Donc c'est des colonisations maritimes très anciennes. Et à partir de là, on a toute une série de petites îles autour, comme Timor, Alor, etc., et les Bismarck, qui sont également rapidement colonisées. Donc on a déjà une intense colonisation de ce qu'on appelle l'Asie insulaire, l'Asie du Sud-Est insulaire, par l'homme moderne, entre 50 000 et 10 000 à peu près. En revanche, l'Océanie, c'est plus tardif. Les déplacements vers l'Océanie sont liés à ce qu'on appelle le mouvement Lapita en particulier, qui est un mouvement de colonisation qui semble démarrer sur l'île de Taïwan et qui petit à petit donc va à partir d'environ 2005, 3000, là mes chiffres ne sont pas tout à fait précis, concerner toute l'Océanie. C'est vraiment, et l'une des raisons sans doute, vous vous souvenez peut-être du graphique que j'ai montré tout à fait au début, il y a une espèce de seuil, c'est-à-dire que au paléolithique, au mésolithique et au néolithique, on franchit des distances qui sont des distances qui dépassent rarement 80-100 km. 80 km, c'est le cas de la Crète, par exemple. C'est un peu le maximum. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une série de sites tout à fait en haut. Oui. Et la hauteur était en fait en proportion avec la distance par rapport aux terres les plus proches. Et donc, l'Océanie, ça fait partie de ces sites pour lesquels les distances à franchir étaient beaucoup plus importantes. Et ça, ce sont des phénomènes alors là qui sont nettement plus récents. Sur la question de l'enseignement, Anne Loerf. Alors effectivement, la question de l'enseignement, on a vu un petit peu, la panique arriver chez les enseignants du secondaire à partir de 2016 sur l'introduction de la préhistoire dans les programmes. Du côté des préhistoriens, des archéologues, on était très contents de voir arriver la préhistoire, parce qu'on s'est dit, ça y est, enfin la préhistoire a une place dans l'histoire, chouette. On va arrêter de considérer que finalement l'histoire n'est que ces périodes très récentes, quasiment journalistiques, durant lesquelles il y a de l'écriture. Je pense ça comme une insulte. Donc, après, il faut apporter des réponses, parce que justement, comme c'est pas totalement intégré, que ça fait pas partie des 4 périodes dites de l'histoire et qu'on les a pas dans les concours, les enseignants du secondaire sont assez démunis. Donc, les archéologues, je crois, sont tous prêts à essayer d'apporter leur aide le plus possible. Moi, j'essaie d'intervenir auprès des enseignants du secondaire quand je peux. J'essaie de les accompagner. À l'époque, j'avais sorti un ouvrage que les enseignants ont utilisé. Je pense que voilà, il faut trouver des outils. Alors, dans la classe, moi, j'ai pas de conseils à donner de manière très précise. Je pense que l'important, c'est d'arriver, dès qu'il est question de préhistoire, il y a en tout cas un point qui est absolument fondamental, c'est qu'avant de construire, on est obligé de déconstruire. Il n'y a pas d'autre solution. Les images de la préhistoire, on est toujours à renier la guerre du feu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, avant de pouvoir dire les contenus et ce qu'il y a, on est obligé de passer par cette case de déconstruction parce que dans les esprits et dans la société, malgré tout le travail
que l'on fait, ça reste. Donc je pense que ça, c'est vraiment très important. Donc il faut changer la focale, expliquer que c'est pas exactement comme ils l'ont appris que ça se passe, que Rahan n'existe pas, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, Indiana Jones non plus. Mais il y a quand même des choses passionnantes et intéressantes et qu'on peut leur apporter avec des cartes, avec une manière de détourner le regard en essayant de jouer aussi sur des registres qui sont des registres historiques, philosophiques, parce que finalement il y a quand même des questions de fond qui sont très importantes. Et puis sinon, je sais pas, je disais une blague tout à l'heure à Grégoire il y a 2 minutes, mais on a pu peut-être faire un petit manuel sur la mer à la préhistoire pour continuer cette table ronde. Catherine Perlès. Ouais, juste un tout petit détail, si ça peut vous aider pour les cours, pour revenir à la peau de bête. Bon, à strictement parler, oui, c'était des peaux qui étaient issues des bêtes. Bon. Ce qu'on sait, par exemple, c'est maintenant, on a toute une documentation pour montrer que la plupart de ces vêtements étaient ornés avec toute une série de coquillages, de perles qui étaient cousus sur... Alors, c'était pas des peaux, il n'y avait plus les poils, bien sûr, c'était des espèces de daim, oui, comme du daim. Et on a toutes ces sépultures, on retrouve en fait les traces de ces vêtements, peau de bête, avec plein de parures, y compris sur celles des enfants. Donc voilà, je crois que pour déconstruire et en même temps dire quelque chose qui correspond à la réalité, on peut repartir simplement d'un exemple comme ça. Une autre question, oui. On va vous porter un micro. Bonjour, merci pour cette intervention. J'aurais plusieurs questions. Déjà, la première, est-ce qu'il sera disponible le diapo ou non? Pas du tout. Qu'est-ce qui sera disponible? Le diaporama ? Le diaporama, oui. Il est composé un peu de chic, comme on dit. D'improvisation géniale. Voilà. Je sais pas. En fait, on ne s'est pas posé la question. Non, mais je ne sais pas non plus. Mais vous pourrez revoir ça a été filmé, je crois. Donc, vous pourrez revoir la conférence sur le site de Blois, déjà. D'accord. Je crois. Donc, sinon, j'aurais une question sur les nomades marins. Ils sont nomades comment? C'est-à-dire qu'ils font d'île en île ou ils vont des allers-retours entre leur terre principale et des expéditions en mer? Alors, en fait, il y a tous les types de comportements possibles. En fait, on a vraiment des gens qui sont installés à vie ou à mort, comme vous voulez, sur les îles. Et puis aussi des gens qui ont un mouvement pendulaire en fonction des saisons. Et ça, il n'y a pas de règle. C'est un peu ce que disait Catherine Perlet, c'est-à-dire que c'est quand même monitoré, si vous voulez, par la culture, donc par les pratiques culturelles, les pratiques sociales, la nécessité de faire des échanges, d'aller revoir la famille, Donc en fait, cette mobilité générale, il n'y a pas de cadre particulier. C'est pas cadré particulièrement un petit peu par les ressources disponibles, mais la somme des comportements, la diversité des comportements humains est énorme en fait. Donc pour répondre à votre question, toutes les réponses sont bonnes. D'accord. Catherine Perlès. Justement, vous avez sous les yeux l'Asie insulaire, qui est le cadre, je dirais, emblématique de ce qu'on appelle les nomades marins, de sea nomades. Connus historiquement. Là, je ne parle pas de la préhistoire. Et dans ce cas-là, donc, on a effectivement des populations de nomades qui se déplacent constamment. Et en fait, la raison de leur déplacement, c'est à nouveau le commerce. C'est-à-dire que ce sont des populations qui étaient en particulier, entre autres, mais qui étaient spécialisées dans la récolte des concombres de mer, les holothuries. Ils étaient en même temps pêcheurs et en même temps ils trafiquaient d'autres trucs, mais voilà, ils allaient chercher des holothuries dont les Chinois étaient extrêmement friands, et vous aviez ces populations de nomades marins qui circulaient dans toute l'Asie insulaire pour récolter ces concombres de mer et ensuite les vendre aux Chinois. Si je pensais qu'une conférence sur la mer à la préhistoire allait nous conduire aux concombres de mer et aux holothuries, c'est assez formidable. Une dernière question peut-être avant que nous vous laissions partir pour d'autres conférences et d'autres débats dans ces rendez-vous de l'histoire de Blois consacrés à la mer. Non, ils ont épuisé. Merci beaucoup. Merci. Bon rendez-vous de Blois.